Bonjour Simon, j'espère que tu as passé un très bon week-end. Voici donc le résumé du dernier cours. On a eu une petite interruption et qui s'était passé le vendredi. Ma connexion va mieux, donc ça va. Et nous avions commencé par une petite analyse de cette image qui en fait montre Karl Lagerfeld avec sa voiture de luxe qui est tombée en panne. Il utilise un gilet, euh, c'est pas un gilet de sauvetage, c'est un gilet jaune qui est là pour avertir les autres automobilistes en cas d'un accident, en cas d'accident. Alors c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Alors ici, it's yellow, it's ugly, it doesn't really fit with anything, but it can save your life. So look at the syntax here. It can, you save the life. So it can, you can translate by can save your life, or it can save the life, I guess. It can save you the life. Okay. Alors, gilet, sorry about that, désolé. Gilet et triangle deviennent obligatoires dans chaque véhicule. Équipez-vous dès maintenant. So the jacket and the triangle becomes mandatory in each vehicle, in each car. Equip yourself right now. Dès maintenant, as soon as now. Donc ça, c'est un site internet, j'étudielacom.com. J'étudie la com, la communication, marketing. C'est pardon, c'est un site qui enseigne la, la publicité, le marketing d'une manière très légère, on va dire. Ensuite, donc ça c'est fait, tu pourras regarder l'ensemble du site si tu le souhaites. C'est moche, la publicité, un gilet, donc il apparaît un peu ridicule parce que c'est un styliste qui a l'habitude de très bien s'habiller, donc il y a un effet humoristique. Donc Karl Lagerfeld, c'est le styliste de Chanel. Il est très populaire en Europe et aux États-Unis. Je ne connais pas bien Karl Lagerfeld, mais il est connu d'une manière médiatique. Voilà, on le connaît sans le connaître. On le connaît sur le tapis rouge quand il présente des collections et c'est tout. Hein. Il ressemble à un pingouin avec ses costumes. On a également Culture Pub. J'ai des problèmes des fois pour revenir à l'accent français. Culture Pub en français, qui montre en fait des publicités de différents pays. Et là, on a la publicité de Volkswagen avec Darth Vader, qui montre que le papa essaie de donner des pouvoirs à son fils. C'est une émission sur la pub internationale. Tu m'avais parlé d'une pub qui vient de la Nouvelle-Zélande, okay, une pub euh, qui parlait, je ne sais plus de quoi exactement. Alors s'il vous plaît, appelez-nous. Alors oui, vous pouvez nous appeler. Ici, on parlait de l'émission Crime Watch, donc Crime Watch en français, qui montre en fait des meurtriers, des criminels, mais de manière réalistique. Donc ce sont des émissions réalistiques et qui essaient d'attraper les criminels avec l'aide des téléspectateurs, de l'audience. Donc je t'avais demandé si c'était similaire à Bounty Hunter, mais ce n'est pas la même chose. Okay. Donc un crime, c'est masculin. Le crime. On parle de crime parfait, mais ça n'existe pas trop. On a une dramatisation du crime, ouais, c'est toujours comme ça, surtout quand cela vient des médias. C'est important d'avoir une audience, une grande audience. Donc ici, la victime, donc c'est féminin, se promène dans une rue très sombre,
le long de la rue, oui, on peut dire ça, ou dans la rue simplement. Les présentateurs attirent l'attention sur bon, une veste blanche ou en cuir. Donc on essaie d'avoir, enfin cette émission essaie d'avoir l'aide des téléspectateurs pour identifier ou reconnaître ou trouver un criminel. Et ils attirent, donc l'émission attire, ou les journalistes attirent l'attention sur certains détails. Je pense que ce genre d'émission, c'est intéressant, mais également c'est très dramatisé et on attire, je pense que les médias sont assoiffés d'attention. Et même les Américains sont assoiffés de criminels. Voilà. Il y a une fascination avec les humains dans des conditions extrêmes. Il y a une fascination des êtres humains avec les criminels, les meurtriers en série. Donc quelqu'un a été tué, par exemple, et le détective pose des questions, ou pose des questions. Il, donc il y a toujours un filtre pour savoir quel genre d'émissions vont passer à la télé. Donc il n'y a pas trop de risques qui sont pris. Bon, il y a des risques qui sont pris, mais c'est très calculé. Voilà. Donc c'est moins risqué, ça marche bien. Il y a des émissions également en Norvège, des émissions norvégiennes ou suédoises, ou en Belgique ou belge, en Scandinavie ou scandinave, et qui ont des émissions similaires. On avait parlé de la Belgique, qui est un pays qui est séparé en deux. À l'ouest, nous avons les Flamands, et à l'est, nous avons les Français. Et il y a un système qui est très corrompu en Belgique, mais il y a également cette haine des Français ou des gens qui parlent français dans la zone flamande. Je pense que les Flamands n'aiment pas toutes les personnes qui ne sont pas flamandes. Il y a un effet similaire avec la Hollande, les Pays-Bas, où on aime les gens quand ils ont de l'argent, mais on ne les aime pas. Il y a un peu ce snobisme de l'étranger, mais on aime les étrangers quand ils dépensent beaucoup d'argent. Voilà. Je l'avais vu en 2006, j'avais été avec des amis américains et certaines boutiques avaient remplacé leurs produits pour les vendre. Vous savez que les Américains, enfin, le stéréotype des Américains ne savent rien sur la nourriture. Et donc c'était un peu déprimant d'être à Amsterdam durant cette époque et de voir comment mes amis américains étaient traités. Moi aussi, hein, je l'ai vu. Ça me concernait. Donc il y a une partie avec un T flamande et une partie francophone. Ils n'aiment pas ce qui n'est pas flamand. Les problèmes sociaux d'un pays. Okay, donc la Flandre est très conservatrice et nous avons continué à parler des crimes et des différents auteurs. Et on a Agatha Christie qui généralement utilise le même, euh, comment dire, le même arrière-plan. C'est the same background. Arrière-plan. Arrière-plan. Pour poser un petit peu l'histoire. Donc c'est la haute société. On a Hercule Poirot qui est souvent entouré de gens très très riches. Et il est l'étranger particulier parce qu'il mélange un peu de français avec l'anglais pour se donner un style particulier. Je vais me moucher parce que j'ai le nez qui coule. Et mais il faut se méfier de l'eau qui dort. C'est une expression purement française qui dit You have to be careful of the sleeping water. Or sleeping water, if you want. Donc, on a eu une petite coupure ici. Et Agatha Christie utilise la même ruse, le même style concernant l'image de l'Angleterre avec les villages, la ville, les bourgeois, les aristocrates. Euh, elle parle rarement des pauvres. Donc c'est toujours les aristocrates, les très riches, donc un monde social très particulier. Et le style d'écriture n'est pas très exceptionnel, mais ça peut être un style qui, comment dire, euh, le style n'est pas très, comment dire, prioritaire avec Agatha Christie, c'est le contenu qui est prioritaire.
c'est pour ça que j'aime bien en fait son style. Hem, je suis plus une personne qui aime le style oral que le style écrit. J'aime quand les personnes savent parler, savent se présenter, savent, expliquer des choses verbalement ou oralement. Alors ça, c'était la fin. Je ne comprends pas pourquoi Skype ne me met pas la fin de l'appel, mais bon, on va savoir pourquoi. Les styles, très descriptifs, si ce n'est pas bien utilisé, c'est ennuyant pour moi et j'aime, peut-être c'est à cause du fait, que je suis allée à l'école de droit, donc il n'y a aucun style littéraire à l'école de droit. Ça va droit au but, go straight to the essentials actually. Alors maintenant, si je peux, alors là, ça c'était pour une petite fille que j'avais eue ce matin et la France contemporaine, on va la faire. On va faire également la grammaire progressive du français, mais le niveau avancé. Alors on le fera après. D'abord, je vais lire la France contemporaine et on va commencer à parler des régions de manière plus détaillée. Donc les arrondissements, etc., on les avait faits. Donc je pense que c'est ici. Voilà. Donc je vais lire une page. Je crois que le pollen est en train de m'affecter parce que depuis vendredi non, je pense depuis vendredi, j'ai le nez qui coule énormément et je pense que c'est le pollen. Alors, je suis désolée pour ça, mais je dois me moucher toutes les 2 secondes. Alors, les régions et les provinces, hein, c'est le chapitre 3. D'habitude, usually, les Parisiens établissent une opposition entre Paris et la province, c'est-à-dire le reste de la France. Quand une personne n'habite pas à Paris, elle habite en province, que ce soit dans la grande ville de Lyon ou dans un petit village dans les Alpes. Dans les années 1960, on parlait du contraste entre Paris et le désert français pour exprimer et pour dénoncer le déséquilibre économique qui existait entre la capitale et la province. Okay, donc ici, on parle de l'imparfait, on utilise imparfait et on utilise le présent, voilà, pour préciser un fait, ou pour renforcer un fait. As to reinforce a fact. De nos jours, pourtant, cette disparité tend à disparaître, en partie grâce aux mesures prises par les pouvoirs publics pour décentraliser la France. Donc, il y a une décentralisation de la France avec les bureaux, les administrations, les préfectures, etc. En réalité, il y a beaucoup de provinces. Ce sont des régions extrêmement différentes les unes des autres, qui étaient autrefois indépendantes ou rattachées à un autre pays. La plupart des provinces ont été annexées par les Capétiens au cours du Moyen Âge, mais d'autres, telles que la Corse et l'Alsace, ne sont devenues françaises que bien plus tard. Certaines provinces ont donc gardé leur culture particulière et même leur langue. D'autres ont conservé quelques éléments de leur folklore, des costumes, des fêtes religieuses, des danses et des sports. Tu peux voir le Pays basque, tu peux voir la Bretagne, certaines régions dans le sud, certaines régions dans le nord. Donc il y a beaucoup de particularités au niveau de la cuisine, de la langue, de la mentalité aussi. Les provinces ont cessé d'exister officiellement pendant la Révolution, mais elles existent encore du point de vue culturel dans l'esprit des Français. En 1973, l'Assemblée nationale a créé la région comme collectivité territoriale et la France a été divisée en 22 régions pour contribuer au développement économique de la province, pour décentraliser le pays et pour encourager une identité régionale chez les Français. Les régions sont des unités administratives officielles et chaque région regroupe plusieurs départements. Certaines régions, comme la Bretagne, la Bourgogne et l'Alsace, sont plus ou moins identiques aux anciennes provinces. D'autres, comme le centre, la région Midi-Pyrénées et la région Rhône-Alpes, regroupent plusieurs anciennes provinces et ne correspondent à aucune identité historique ou culturelle. Les régions, bien qu'officielles, n'ont n'ont pas encore remplacé les provinces dans la culture populaire. Par exemple, un habitant de Tours dirait plutôt qu'il vient de Touraine ou qu'il est tourangeau, mais ne dirait sans doute pas qu'il habite dans le centre. Chaque Français, même celui qui monte à Paris, reste très attaché à son pays. Donc j'ai l'impression qu'on l'a déjà fait en fait. J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait.
Ouais, j'ai vraiment la nette impression qu'on l'a déjà fait et je pense que ça serait mieux de le passer parce que c'est pas très intéressant. Enfin, peut-être on pourra le faire ensemble, OK? On a aussi la gastronomie régionale. Donc en Flandre, bah tiens, ça je vais le faire parce que je sais qu'on n'en a pas parlé, je ne l'ai pas lu. La gastronomie tient une place importante dans la vie quotidienne des Français. Si les provinces existent encore du point de vue culturel, c'est en partie parce que les Français identifient telle ou telle province avec ses traditions gastronomiques. Certaines provinces, l'Île-de-France, la Touraine et la Champagne, n'ont pas vraiment de cuisine régionale parce que leurs plats traditionnels, comme le beefsteak accompagné de pommes frites, sont devenus la base de la cuisine française. Ça, c'est vraiment le bas de classe, hein. D'autres, comme la Provence, la Bourgogne et l'Alsace, sont renommés pour leurs traditions culinaires. Donc, si on visite la France, il faut visiter ces régions. Beaucoup de spécialités portent le nom de la ville ou de la province où elles sont nées. Les spécialités d'une province sont souvent basées sur les produits régionaux. Voici une liste de plusieurs spécialités culinaires des provinces. Donc, la Flandre. La Flandre, c'est le nord de la France, hein. La carbonate flamande, le lapin au pruneau. Non, c'est le lapin aux champignons. C'est pas au pruneau. La Normandie, le gigot, des présalés, les tripes à la mode de Caen. Le phare breton, les crêpes pour la Bretagne. La Guyane, les écrevisses à la bordelaise, l'entrecôte bordelaise. Le Béarn, le jambon de Bayonne. La Garbure, le poulet basquaise. Le Limousin, le clafoutis. Le Languedoc, le cassoulet. Ah, any problem? That's my browser. Languedoc, le cassoulet. Provence, la bouillabaisse provençale. La ratatouille niçoise. Le lyonnais, les pommes de terre lyonnaises. La Savoie, les quenelles de brochet et la fondue savoyarde. La Bourgogne, le bœuf bourguignon, le saupiquet, la gougère. La Lorraine, la potée lorraine, la quiche lorraine. L'Alsace, les saucisses de Strasbourg, la choucroute garnie. Et la Corse, la castagnassie. Ok, il y a plus de spécialités, hein, comme certains fromages, certains vins, etc. Alors ça, c'est fait. Et on va faire maintenant la grammaire progressive du français, le niveau avancé. Et les premiers chapitres ne sont pas très intéressants parce que tu les connais. Donc il y a le premier chapitre, c'est sur l'article. Pas intéressant pour toi. C'est pour les gens qui deviennent un peu avancés, mais qui ne sont pas très confortables avec ce niveau. Qu'est-ce qu'on a ici? Les dates. Bon, ça c'est bon, je pense que tu n'as pas de problème. Ok. À certains, quelconque, quel. On peut le faire rapidement. L'adjectif indéfini. Donc les adjectifs indéfinis ont en général un caractère imprécis qui peuvent être classés en plusieurs catégories. Donc ils peuvent exprimer une imprécision totale, certains, certaines, quelconque, quel. L'ambiance était froide, il a fallu trouver un sujet quelconque pour animer la conversation, donc n'importe quel sujet. J'ai trouvé le spectacle quelconque, sans caractère précis, mauvais. Les jeunes, ou ma génération, on va dire, j'ai trouvé le spectacle nul, Nulle. En fait, c'est la valeur de zéro, on va dire, hein. Null en allemand, qui a la valeur de zéro, qui est zéro. Pour faire un passeport, donc on demande à quelqu'un de le faire pour soi, il demande je ne sais quel papier. Je ne sais pas quel papier précis il demande, je suis perdu. Ils se rencontrèrent un certain jour en hiver, donc un jour parmi d'autres. Pour exprimer une quantité en général, pas très importante, sauf plusieurs, quelques, certains, plusieurs. Il a écrit quelques articles pour le journal de l'université. Ils ont fait plusieurs voyages en Europe. Certains fruits sont mûrs, il faut les cueillir. Ils peuvent exprimer une quantité nulle, aucun, nul, nul, la même prononciation. Je n'ai lu aucun, donc tu vois, la négation est complète. Ne aucun. Je n'ai lu aucun journal depuis une semaine. Il est nul en sciences physiques, zéro. Donc ça, on l'utilise, la valeur de zéro. Ils peuvent exprimer la totalité, chaque, tout, tous, toutes. Nous nous voyons chaque jour au lycée, tous les jours.
On a visité tout le pays entièrement, complètement. Ils peuvent exprimer l'identité ou la différence, même tel, autre, différent, différente. Nous sommes nés le même jour. Il a affirmé que la crise allait continuer. Une telle affirmation, such affirmation, I guess, nous a étonnés. Une affirmation comme celle-là, like this one. Je sens que je vais éternuer. Alors, ce n'est pas très difficile, mais il faut qu'on fasse les exercices ensemble pour voir un peu si ça va, ça ne crée pas de problème. Ici, pour le premier, comment on doit remplacer les éléments soulignés par des adjectifs indéfinis qui conviennent. Comment avez-vous trouvé le film de Lelouch? Assez mauvais, quelconque. Ok. La plupart n'ont pas la moindre, n'ont aucune notion du métier d'acteur, ce qui fait que l'ensemble ou la totalité du groupe est médiocre. Vous êtes dur? Non, car s'il n'y avait que 2 ou 3 quelques défauts, je serais moins sévère, mais il y a tout de même des imperfections, même si elles ne sont pas nombreuses. Voilà, savoir. Alors, ici on pourra faire cet exercice ensemble. Dites à peu près le contraire en utilisant des adjectifs indéfinis. Donc on va les faire ensemble. Promets-moi qu'on passe au moins 10 minutes là-dessus. Parce que ça c'est important. C'est facile, mais c'est important. On a également la place de l'adjectif. Ça, on va le faire également. Donc certains adjectifs se placent toujours après le nom qu'ils qualifient. Ce sont les plus nombreux, comme les adjectifs de nationalité, géométrique, les formes géométriques, les couleurs, un film américain, une table ronde, une veste noire. Les adjectifs de relation, produits chimiques, une usine textile. Les adjectifs qui ont plus de 2 syllabes, mélancolique. Les adjectifs suivis d'un complément, un immeuble haut de 6 étages. Les participes passés employés comme adjectif, une porte ouverte. Les yeux fermés, une maison démolie. Et les rideaux tirés. As you close, not the blinds, because we don't have that in France. I mean, you can have, but it's more common to have curtains. So to close the curtains or close curtains. Une maison démolie is a destroyed house. Certains adjectifs se placent en général avant le nom. Ils sont peu nombreux, mais ils sont souvent utilisés comme grand, petit, gros, vieux, jeune, bon, mauvais, beau, joli, long, large, autre, même, nouveau, dernier, prochain. Ok? Donc on peut dire aussi premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, femme, maison, etc. Une jeune femme, un gros arbre, un grand chapeau. Lorsqu'il y a 2 adjectifs de cette catégorie, l'un se met devant le nom, l'autre derrière. Une jolie robe longue, une belle jupe plissée, une nouvelle veste cintrée. Robe longue, jupe plissée, veste cintrée forment des unités lexicales parce qu'ils appartiennent à une catégorie de vêtements. Certains adjectifs peuvent se placer avant ou après le nom. Alors, ils servent à apprécier. Ces adjectifs ont un caractère plus subjectif quand ils sont placés avant le nom. Donc, une histoire incroyable, c'est une incroyable histoire. Il a eu des notes excellentes, il a eu d'excellentes notes. Quand l'adjectif est placé devant un nom pluriel, des devient de ou des apostrophes. À Orsay, il y a des tableaux magnifiques. À Orsay, il y a de magnifiques tableaux. C'est la même idée. Nous avons pensé à d'autres solutions. De telles solutions peuvent être envisagées rapidement. Le changement de place de ces adjectifs modifie leur sens. Donc un livre cher, qui coûte cher. Mon cher ami, que j'aime, que j'apprécie. Tu as les mains sales, il fait un sale temps, donc mauvais. C'est un mur, c'est un métal dur, c'est un dur métier, donc difficile. Dur, tough. C'est un homme grand, c'est un grand homme, important. Donc grand, un homme grand qui est très grand, hein, de stature. C'est mon dernier franc, le mois dernier. It's my last franc, my last coin, my last bill, whatever. And last month. Ce sera mon prochain achat. That will be my next purchase. L'an prochain, next year. Okay. Et encore une fois, on fera les exercices ensemble. Il faut que l'on fasse ce genre de choses hein, ensemble également. Passer quelques minutes seulement. Que ce soit 10 minutes mercredi et 10 minutes vendredi. Okay. Mais il faut que tu me le rappelles et que je te le rappelle.
Voilà. Tu passes un très bon lundi et on se voit mercredi. Mercredi à 8 heures et puis peut-être à 7h50 comme ça moi je fais une pause pipi avant notre cours et puis voilà. Donc tu passes un très bon lundi. Au revoir.